Eh bien bonjour à toutes et à tous pour cette troisième partie consacrée aux comédies, essentiellement comédies américaines. Je vous montre la troisième partie aujourd'hui, la quatrième partie, ça sera pour la semaine prochaine, ça sera la dernière partie de toutes les comédies américaines que je possède en DVD, et même pourquoi pas en Blu-ray, mais là il y a essentiellement beaucoup de DVD hein, évidemment. Alors donc, on va démarrer comme d'habitude avec le MAD, alors l'impact numéro 68, ça c'était avec Doberman, alors là nous sommes en 1980, 95, 96, 97 plutôt, puisque Speed 2 sortait en 97, et il y avait Le Saint avec Val Kilmer qui sortait au cinéma, je m'en souviens bien, oui c'était aussi cinéma Rému, je me souviens ils avaient mis l'affiche, avec ce numéro 68 Impact, avec Vincent Cassel, Doberman qui est quand même un film assez cru, hein, quand même assez violent. Hein, je veux dire, moi je l'avais vu en cassette à l'époque, et puis je l'ai là en DVD. Et puis ça a été l'année de Jean-Claude Van Damme avec Double Team et Dennis Rodman. Ça a été l'année 97 de Demain ne meurt jamais, le deuxième James Bond avec Pierce Brosnan. On avait le tournage de Titanic, Le Monde Perdu, Jurassic Park sortait au cinéma, le deuxième Jurassic Park. Cette fois-ci, il n'y avait pas Sam Neill, mais il y avait Jeff Goldblum, Doberman de Yann Kounen. Yann Kounen qui a sorti il y a quelques mois, je ne l'ai pas encore vu d'ailleurs, L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin, dont je suis assez curieux de voir, paraît-il. Il y a beaucoup de très bonnes critiques, il y a du moyen, du moins bon, mais il y a beaucoup de très bonnes critiques. Assez curieux de voir ce fameux L'homme qui rétrécit. Vincent Cassel, notre inoubliable Tchéky Cario, qui nous a quittés il y a quelque temps déjà, l'année dernière. Voilà, Mad Dogs. Il y a aussi le Double Team, donc je vous en ai parlé hein, avec Jean-Claude Van Damme. Le fameux, ah oui, il y a Mickey Rourke dedans, bien sûr, Mickey Rourke, Beavis and Butthead. Ça, c'était une série à succès des années 90. Le fameux Albino Alligator, Kevin Spacey, oh putain, ça c'est vrai, ça un petit moment j'ai plus revu celui-là, hein, avec Gary Sinise, et puis il y a Matt Damon, Speed 2 de Yann de Bont, Le Saint, Val Kilmer, un film qui aurait dû avoir peut-être même une saga comme Mission Impossible, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Voilà, Mission Impossible a cartonné, Le Saint un peu moins. Voilà, on avait donc Jackie Chan qui revenait avec Contre-Attaque, Le Prix à payer, Le Fan, très très bien Le Fan avec Robert De Niro, et Wesley Snipes. Regardez cette collection de cassettes VHS à l'époque, le Club Dial, oh là là, 15 francs la cassette, 15 francs la cassette. Vous imaginez, regardez. Ah ça c'est terrible. Puis il n'y a que du bon, hein. Que du bon, 15 francs chacune, on en prenait 3 je crois, 5 vidéocassettes maximum, voilà, jusqu'à 5 vidéocassettes maximum. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Ça rappelle des souvenirs. Alors les films là, Métal Hurlant, Wolf, Léon, Le Silence des Agneaux, Dune, Reservoir Dogs, Usual Suspect, Jumanji, Cliffhanger, Bad Boys, bref, la firme, très très bon. Très belle collection. Et puis on avait évidemment Arnold Schwarzenegger en 97 qui sortait L'Effaceur à la vente, puisque il était sorti au cinéma l'année précédente, en 1996. Et puis là, vous aviez le 121. Alors là, par contre, on est en fin d'année 1999, le 121 Mad Movies, avec le Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, qui sortait avec Liam Neeson et Ewan McGregor. Ça avait été un événement énorme. Moi, évidemment, je suis allé revoir les 3 films au cinéma en 97, quand ils étaient ressortis, avec les nouvelles éditions spéciales. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, ces sorties-là, l'épisode 1, 2 et 3. Et ça, c'était vraiment un événement. American Psycho avec Christian Bale, La 9e Porte, Candyman 3, L'Inspecteur Gadget avec Matthew Broderick. On parlait vraiment de toutes les dernières nouveautés qui sortaient à ce moment-là. Je me souviens ah oui, ça c'était donc les inscriptions, les abonnements Mad Movies, l'épisode 1, voilà, Star Wars, La Menace Fantôme, avec Nathalie Portman, bien évidemment. Voilà. George Lucas derrière la caméra. Voilà, après, bon, c'est vrai que tout le monde dit qu'il n'y a pas ce côté mythique des 3 premiers, ça je suis d'accord avec l'épisode 4, 5, 6. Mais bon, moi j'aime toute la saga, quoi.
Moi, je suis de ceux qui aiment toute la saga. Je sais pas quoi vous dire de plus. Antise de Yann de Bont. Avec Liam Neeson, je vous en ai parlé. Avec Lily Taylor, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. Le cinéma japonais, Jinro, Brigade des loups. Excellent, superbe. Voilà. Mamoru Oshii, alors ça c'est le réalisateur de Ghost in the Shell. Il y a le Perfect Blue aussi qui est magnifique. J'ai adoré Perfect Blue. Princesse Mononoke, sublime. Là on avait une actualité vraiment très bien. Hein. Très très belle actualité. Killers, Future Sport. Le fameux film avec Wesley Snipes. Les images d'une nuit en enfer, 2 et 3. Le 2 je l'ai vu qu'une fois, le 3 je ne l'ai pas vu. Il n'y a que le premier que j'ai vu 100 fois, tout simplement. Voilà, là c'est encore les abonnements des anciens numéros Bad Movies. Voilà, ça se passait comme ça, bonne commande, fallait découper, il fallait l'envoyer. Il y avait les Craignos Monsters aussi, vous savez. Craignos Monsters le retour, Craignos Monsters le re-retour. Ça c'était pour les abonnements. Ça c'était les jeux vidéo. Brain Damage, Elmer le remue-ménage, la main qui tue et l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Là c'était au rayon Laserdisc. On n'avait pas encore à cette époque, on n'avait pas encore les DVD, c'était pas encore ça. Les DVD allaient arriver en 97-98. Voilà. Et là tout le merchandising pour Star Wars, Perfect Blue, superbe l'affiche. Voilà. Et pour terminer, il y a à peu près une vingtaine d'années, je suis tombé dans un vide-grenier sur ceci. Ah, le livre de poche, je m'y attendais pas du tout. Le Steven Spielberg Production, réalisé par Richard Donner, Les Goonies dans la collection J'ai lu, le roman, le récit de James Caan, alors pas l'acteur, hein, James Caan, l'auteur, voilà, et le scénario de Chris Columbus, et oui, le réalisateur notamment des Harry Potter et aussi Madame Doubtfire. Voilà, Les Goonies, le fameux petit roman. Je l'avais trouvé dans un vide-grenier il y a une vingtaine d'années. Je suis tombé sur les fesses, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai voulu le prendre, je l'ai lu, il est superbe. Hein. Il est superbe. Surtout maintenant qu'on sait qu'il paraîtrait qu'il y aurait un Goonies 2 en préparation. Mais celui-là, c'est vraiment... Alors quand on tombe sur un roman comme ça, Les Goonies, on ne s'attend pas du tout à ça. Ça a été une belle surprise. Voilà. Allez, on passe de suite au film, les comédies américaines. Et pour ces comédies américaines, on va taper fort. On va frapper fort. Puisque on va démarrer par la collection comédie Jim Carrey. Alors, Jim Carrey a fait aussi des drames. Donc, dans les drames, j'ai mis du Jim Carrey. Dans les fantastiques, dans tout. Enfin, il a fait vraiment un petit peu tous les genres. Mais là, essentiellement, j'ai mis toutes les comédies ensemble. Et là, vous avez cette comédie. Alors, j'ai une cassette vidéo, je vous la montrerai dans la VHS, qui s'appelle... Vampire Forever, c'est un des tout premiers films de Jim Carrey, c'était en 1985, je l'avais vu dans un vidéoclub, et celle-là elle est même pas sortie à la vente, je ne l'ai jamais vue en cassette, à la vente, je l'ai jamais vue en DVD ni en Blu-ray, jamais. Bon, Vampire Forever avec Jim Carrey, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein. C'est une petite comédie sympathique, mais c'est surtout le fait d'avoir Jim Carrey avec ses mimiques et toutes ses grimaces dans une comédie de vampire, et ça vaut le coup de l'avoir en 1985, vous imaginez, c'était quasiment 10 ans, 9 ans avant The Mask. Voilà, je vous la montrerai la cassette, mais en DVD par contre, il y a celui-ci, Earth Girl Are Easy. Ça c'est le titre original, oui c'est ça. Objectif Terrienne en français, il est sorti sous ce nom avec Jeff Goldblum, Gina Davis, donc Jim Carrey. C'est une comédie géniale. Il y a Damon Wayans dedans aussi. Voilà, c'est une petite comédie sympathique, une petite comédie de science-fiction qui est très très bien. Jeff Goldblum, Gina Davis étaient ensemble à l'époque et juste avant ils avaient tourné. 2-3 ans avant ça, parce que ça c'était en 88, 2 ans, 3 ans, ils avaient tourné La Mouche de David Cronenberg, toujours avec Jim Carrey, The Mask, évidemment l'inévitable The Mask, sublime, hein, The Mask, évidemment un grand classique de Chuck Russell, le réalisateur du Blob, notamment, et L'Effaceur. Jim Carrey, évidemment, en 1994, casse la baraque et se fait connaître internationalement parlant grâce à ce film. Il aura fait des tas de trucs avant, hein, des années avec le Saturday Night Live, et puis il y a aussi quelques films, mais c'est surtout celui-là qui marchera bien. Il y aura une suite qui sortira 10 ans plus tard, en 2004, qui
qui s'appelle le fils du masque avec Jamie Kennedy et Alan Cumming, qui est pas mal. Alors évidemment, Jim Carrey n'est pas présent, donc l'absence de Jim Carrey se fait ressentir dans cette comédie, mais en matière d'effets spéciaux, en matière de divertissement, bon, ils ont mis le paquet, quoi. Voilà. Après, c'est rigolo pour les enfants, pour la famille, c'est vraiment génial. Après, il faut pas voir le côté technique, bien évidemment. The Mask est un chef-d'œuvre à côté de celui-ci, mais il est pas mal non plus. Voilà. Bon, après, ça suit dans la lignée. C'est dommage que Jim Carrey ne joue pas dedans. Par contre, il y a le chien, voilà. Le chien, lui, il est toujours là. Ace Ventura en Afrique. Eh oui, les deux. Alors, je les ai aussi en VHS, ceux-là. Évidemment, 1995-1996, deux gros succès. Alors, j'ai plus de préférence pour le premier que le deuxième. Le deuxième est très très bien, mais avec le temps, je m'aperçois que le deuxième est un petit peu lourdin, on va dire. Voilà, il y a la scène, par contre, de rhinocéros quand il sort du rectum du rhinocéros. Alors là, je crois que là, j'ai jamais autant ri de ma vie. Mais le premier est vraiment un pur délire total. Ace Ventura, détective pour chiens et chats, avec un Jim Carrey totalement déchaîné. Et le deuxième aussi, attention, le deuxième est très très bien aussi. Voilà. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais le premier, je lui mettrais un 10 sur 10. Le deuxième, on va dire, je lui mets un 8 sur 10. Allez, on va dire ça. Fou d'Irène, les frères Farley, qui ont fait Marie à tout prix, notamment. Fou d'Irène avec Jim Carrey. Jim Carrey qui change de personnalité en plein milieu du film. Il lui arrive que des noises pendant tout le film, jusqu'au moment où il pète un plomb. Et alors là, c'est un festival de gags et de grimaces avec Renée Zellweger notamment. Je l'avais vu au cinéma en 2000, génial. 1997, une autre comédie absolument délirante, une de ses comédies, je pense, les plus réussies, je pense. Le Menteur avec donc Jim Carrey, réalisé par Tom Shadyac, qui a fait justement le premier Ace Ventura. Alors là, vous avez un casting incroyable, puisque vous avez Jennifer Tilly notamment. Il y a Maureen Tierney. Et bien alors là, Menteur, c'est un régal. Quand il se passe à tabac dans les toilettes, je suis sous la table à chaque fois. Ensuite, il y a ces deux comédies, une où Jim Carrey y est, l'autre non. La première, Bruce Tout-Puissant, sorti en 2003. Ça, c'est un régal. Bruce Tout-Puissant est un régal avec Morgan Freeman. Ça, c'est vraiment Jennifer Aniston aussi, bien sûr. Superbe. Et puis, une apparition très remarquée d'un certain Steve Carell. Alors, ce qui est marrant, c'est que Steve Carell réapparaîtra dans le deuxième. Après Bruce Tout-Puissant, ça sera Evan Tout-Puissant, parce que Steve Carell joue le rôle de Evan. Et là, ils ont fait une suite avec lui. Voilà. Où il doit réunir une arche pour sauver tous les gens, parce qu'il va y avoir une sorte de tremblement de terre ou de tsunami. Vous verrez, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. Morgan Freeman est là, bien sûr. Ça, c'est délirant. Alors, ce qui est dingue, c'est que autant celui-là, il est aussi bien que le premier. Voilà. Alors là, par contre, par rapport aux Ace Ventura, vous voyez, ou au Masque, Jim Carrey n'est pas dans le deuxième, mais le premier est un chef-d'œuvre, et le deuxième, sincèrement, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre aussi, parce qu'on rit tout le temps. Steve Carell, il a vraiment mis le paquet dans le film. Toujours avec Jim Carrey dans un petit fourreau. Regardez, cartonné, si j'arrive à le sortir. J'arrive à le sortir, je vais le sortir. Ça y est, je l'ai sorti. Braqueur amateur. Celui-là est sensationnel. Voilà. Vraiment amateur, parce que c'est vraiment pas, ils sont vraiment pas futés pour les hold-up. C'est une comédie absolument dingue, mais complètement dingue, avec un Jim Carrey, comme je vous ai dit, là aussi, totalement déchaîné. Braqueur amateur, superbe. Il y a celui-ci aussi qui est très très bien. Yes Man, là aussi. Jim Carrey qui est reclus de tout, qui ne veut rien faire, qui dit toujours non à tout. Et là, par contre, il va tomber sur une espèce de secte, je sais pas quoi, où le gourou va l'obliger à dire oui à tout dans la vie. Le problème, c'est qu'on peut pas dire oui à tout non plus, mais lui, ça va lui apporter des tas de problèmes. Il y a Terence Stamp dedans aussi qui joue dans le film. Yes Man avec Jim Carrey. Alors, à savoir que cette scène, elle est véridique. Jim Carrey a véritablement sauté du haut d'un pont en élastique, pour de vrai. Et ils ont tourné la scène, et pendant qu'ils tournaient la scène avec la caméra qui était sur lui, il a dit sa réplique, et donc il a réussi à dire sa réplique. Alors je crois que la scène, il a réussi à la faire une fois ou deux, la prise, mais dans le making-of, on le voit, il a vraiment sauté, et il a dit sa scène, il a dit la phrase qu'il devait dire, et puis c'était dans la boîte, quoi. Le réalisateur était aux anges.
avec un acteur comme ça, c'est normal. Toujours avec Jim Carrey, évidemment le Grinch que je vous présente plus, je vous en ai parlé pendant les fêtes de Noël, le fameux Le Grinch de Ron Howard, où là Jim Carrey a passé quelques semaines, quelques mois sous ce costume. Ça a été absolument horrible pour lui, parce que le tournage évidemment a été très fatigant, très sous le costume. Moi je sais ce que c'est, hein. Personnellement j'avais déjà fait dans un centre commercial, dans des écoles, je m'étais déjà déguisé moi en Père Noël. Sincèrement, Père Noël, je l'ai déjà fait, je l'ai fait 2, 3 ou 4 fois. Mais je peux vous dire que dans le costume, il fait très chaud. Surtout que j'avais des spots qui m'éclairaient. Et lui, dans le costume du Grinch, ça devait être infernal. Il y avait aussi celui-ci en 2009, Mr. Popper et ses pingouins. Une comédie absolument irrésistible. Alors ça, c'est génial aussi. J'ai adoré celui-là. C'est Mark Waters qui a fait le film. Celui-là est très bien. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir, mais vraiment. Alors ce sont des Jim Carrey qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, certains titres, mais celui-là, faut vraiment que vous le voyez. Il est très bien. Il y a celui-ci aussi, où Jim Carrey joue un rôle à contre-emploi, puisqu'il joue le rôle d'un homosexuel en fait. Je crois que c'est la première fois qu'il joue le rôle d'un gay, hein, il me semble. Et il joue avec Ewan McGregor dans cette comédie délirante qui s'appelle I Love You Philip Morris. Alors là aussi, là on rit énormément. Alors, les deux sont très forts. Ewan McGregor est génial dans ce film. Ça c'est une comédie vraiment à voir aussi. Autre chose, celui-ci. Alors ça c'est une préquelle. Il n'y a pas Jim Carrey dedans. Il n'y est pas. Ça s'appelle Dumb and Dumberer, où en fait on a tout simplement les deux personnages de Jim Carrey et Jeff Daniels étant jeunes, au moment où ils se sont rencontrés, quand Harry rencontra Lloyd. Alors cette comédie n'est pas produite, ni écrite, ni réalisée par les frères Farrelly. Malheureusement, le film est bien, mais bon, l'humour ne vole pas très bas. Pas très haut, pardon. Vraiment, on va dire oui, ça vole plutôt très bas, oui. Alors, bon, je l'ai pris parce que j'ai trouvé dans un vide-grenier, je crois, il m'a pas coûté bien cher, par curiosité. Et puis en même temps, il fallait que je le voie, parce que je voulais voir la préquelle, donc, mais bon, c'est vrai que le film n'est pas top. Par contre, la suite de celui-là, il est sorti en 2004, je crois, tout comme ça, 1994, pratiquement 10 ans plus tôt, il y a eu ce Dumb and Dumber des frères Farrelly. Alors là, évidemment, là oui, là on est vraiment dans le chef-d'œuvre total. Ce qui est incroyable, c'est que là vous avez la version cinéma qui dure 1h42. Alors la cassette VHS, je l'ai. C'est les deux mêmes films, la version cinéma en VHS et en DVD. La seule différence, c'est que sur la cassette VHS, la fameuse scène où Jim Carrey se fait chouraver, comme on dit, il s'est fait voler son portefeuille par une mamie, par une petite vieille. Je sais pas si vous vous en souvenez, avec cette scène où il a un chapeau énorme. Eh bien, cette scène, quand il revient et qu'il dit petite vieille, on le voit dans la cassette vidéo, on le voit. Dans le DVD, cette scène, quand il revient et qui cherche la petite vieille, qui dit petite vieille, où êtes-vous petite vieille? Ah, je me suis fait voler, ah. Voilà. Mais cette scène-là, on la voit pas. On voit quand il parle à la petite vieille, et de suite, on le voit rentrer chez lui, il se jette par terre et il dit, je me suis fait voler mon portefeuille par une petite vieille. Voilà. Mais le moment où il dit petite vieille, quand il la cherche, cette scène-là n'y est pas. Elle a été entièrement coupée. Alors que sur la cassette vidéo, elle y est. Sur cette version cinéma comme la VHS, cette scène-là n'y est pas. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai trouvé ce coffret de Dumb and Dumber avec donc les deux films. Je vais vous montrer. On parlera du deuxième juste après. Là, vous avez Dumb and Dumber, la version longue non censurée. C'est une version longue avec des tas de scènes rajoutées. Au lieu de 1h40, je crois que le film il dure 1h50, 1h48. Il fait quasiment 10 minutes, un quart d'heure de plus. C'est la version longue. Donc la version cinéma en VHS avec le petite vieille, elle y est. La version cinéma avec la scène de petite vieille, là, elle y est pas. Et là, dans cette version longue, il y a des tas de scènes rajoutées, mais vraiment, quand il y a le gars qui à un moment lui crache dans l'hamburger, on le voit pas dans la version cinéma, mais dans cette version-là, on le voit. C'est vraiment horrible. Mais la scène avec la petite vieille, c'est marrant, elle n'y est pas non plus. Eh oui, la scène avec la petite vieille a quand même été coupée dans cette version longue. Donc si vous voulez avoir cette scène avec cette petite vieille, là quand il dit ça, c'est une petite scène qui doit durer 4, 5, 6 secondes, même pas 10 secondes quoi. Eh bien il faut avoir la VHS.
elle y est que sur la VHS. Voilà. Là, vous avez Dumb and Dumber version longue intégrale, qui est aussi dingue que la version cinéma. Et là, vous avez la suite en 2014, 20 ans après le premier. Ils se réunissent à nouveau, Jim Carrey, Jeff Daniels, avec Dumb and Dumber 2, DE. Voilà. Et cette suite est absolument géniale, quoi. Là aussi, j'avais un peu peur quand même, parce que comme ils avaient un petit peu vieilli, comme les frères Farrelly n'avaient plus fait de film depuis quelques temps, je me suis dit, à mon avis, ça a peut-être perdu un peu de son humour. Eh bien non, pas du tout. Le Dumb and Dumber 2, justement, n'a rien perdu de sa superbe, comme on dit. Au contraire, le film est très très bien. Ouais, 10 € les deux films. La version intégrale du premier et Dumb and Dumber 2. Si vous voulez avoir ce coffret, allez-y. Hein. Voilà, pour les prochaines fêtes de Noël plus tard, ou alors même carrément pour les anniversaires. Si vous adorez Jim Carrey, c'est ce qu'il faut avoir impérativement. Ensuite, on va continuer avec les Jim Carrey, mais là cette fois-ci, on va continuer sur une trilogie qui est sortie il y a quelques temps. Voilà la trilogie Sonic, sortie avec Jim Carrey, James Marsden. Alors là, vous avez vraiment, il y avait Idris Elba dedans, bien évidemment. Là, Jim Carrey revient dans les années 2020. Je crois que celui-là, c'est 2019, je crois, 2018, je crois, il me semble, non, 2020, 2022 et 2024. Voilà. Sonic 1, 2, 3, la fameuse trilogie de l'adaptation du fameux jeu vidéo où Jim Carrey joue dedans. Bon, évidemment, les trois films sont bien, je veux dire, c'est divertissant pour toute la famille. Moi, j'avais acheté ça pour nous tous, donc on s'est régalé à regarder ça. Bon, ben, Jim Carrey est égal à lui-même. Hein. Il n'a pas perdu de son talent, bien au contraire. Il est toujours aussi dingue. Mais en tout cas, je vous les conseille parce que ces trois-là sont très 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 bons. Sonic le film, Sonic 2 et Sonic 3. Alors là, on va faire un petit enchaînement entre Jim Carrey et Ben Stiller. On va parler de ce film de 1996, disjoncté de Cable Guy, réalisé et joué aussi, parce qu'il joue le rôle de deux frères jumeaux qui sont au tribunal. Justement, c'est Ben Stiller qui joue dedans. Jim Carrey et Matthew Broderick dans Disjoncté, une comédie satirique, on va dire, une comédie un petit peu dramatique, mais plutôt satirique, teinté un petit peu de fantastique, évidemment. C'est vraiment... alors là, Jim Carrey est absolument parfait, je trouve, dans ce rôle, parce que c'est vraiment l'ami qu'il nous... Non, il cherche un ami, mais c'est pas vraiment l'ami qu'il vous faut, voilà. Mais je trouve que Jim Carrey, heureusement que sa performance est très très bien, parce que le film aurait pu tomber à plat, totalement. Et pourtant, le film, l'histoire est très très bien, mais il fallait vraiment un comédien à la hauteur pour pouvoir interpréter ce personnage absolument dingue. Jim Carrey, disjoncté, Matthew Broderick, réalisé et joué d'ailleurs, parce qu'il joue deux petits rôles dedans, par Ben Stiller, 1996. C'était sorti juste avant les fêtes de Noël, en novembre 96. Après, Ace Ventura en Afrique était sorti pendant l'été. Et on enchaîne sur Ben Stiller, un acteur que j'aime beaucoup, qui est aussi acteur et réalisateur, qui a fait du très bon, du moyen et du moins bon. Parmi le très bon, il y a cette comédie des frères Farrelly, Marie à tout prix, avec Cameron Diaz, sublime. Voilà, ça c'est un chef-d'œuvre de la comédie, de la parodie, avec un Matt Damon absolument dingue. Voilà, que dire de plus sur cette comédie? Je crois qu'on a tout vu, on a tous aimé ces 2 heures de Marie à tout prix. Alors le coup du chien là, évidemment, ça c'était génial. Ça aussi, je crois que tous ceux qui ont vu le film savent parfaitement de quoi je veux parler. Hein. C'est vraiment une comédie adorable, mais qu'est-ce qu'on rit, on n'arrête pas, quoi. C'est hallucinant. Ben Stiller a joué juste après dans cette comédie de science-fiction qui s'appelle Mystery Man. C'est un film de super-héros. Alors là, voilà, là on est dans un film de super-héros, on se prend pas au sérieux. Alors ce n'est pas non plus un petit nanar, mais c'est une petite comédie tombée un petit peu, je trouve, dans l'oubli, malheureusement. Voilà, je l'avais vu sur Canal+, et puis après j'y suis tombé dessus en DVD. Mystery Man, une parodie de film de super-héros. À savoir que Ben Stiller, son père et sa mère sont acteurs aussi. Ce sont des acteurs.
D'ailleurs, il a joué avec son père dans un film. Et ils ont débuté, enfin, Ben Stiller a débuté avec ses parents en 1990, donc c'était bien avant Marie à tout prix, dans un film d'horreur qui s'appelle L'autoroute de l'enfer, je crois. Il me semble que c'est ça. D'ailleurs, ça faisait partie de la collection Rimini, publiée chez Mad Movies, dans le pack Mad Movies. Et il joue dedans avec son père et sa mère. Et c'est une comédie d'horreur. Il y a du gore dedans, c'est vraiment, voilà. Et c'était eux qui avaient fait le film. Je vous en parlerai de ce film dès que je le sortirai dans la collection Rimini. Voilà. C'est comme ça que Ben Stiller avait débuté, notamment en 1980, je crois que c'était en 1986, je crois, je sais plus. Je crois qu'on le voit dans Platoon. Enfin, il va falloir que je vérifie parce que c'est vrai que je sais qu'il avait joué dans un film de guerre. Je sais pas si c'est Platoon ou Good Morning Vietnam, je crois que c'est Platoon, il me semble qu'il avait fait une apparition dedans. Enfin bref, il va falloir que je le vérifie, voilà. Mais en tout cas, il avait joué dans cette comédie d'horreur qui avait été quasiment produite et réalisée par l'équipe et par la famille de Ben Stiller. Voilà. Donc du coup, ça lui arrive de temps en temps d'aller dans des petites comédies fantastiques, notamment cette adaptation de Mystery Man. Évidemment, en 2000, on ne pouvait pas passer à côté de ce Mon beau-père et moi avec Robert De Niro. Ça, je l'avais vu au cinéma. Comédie grinçante, absolument hallucinante. Voilà. Ça avait été un énorme succès quand c'est sorti. Ça, c'est vraiment un pur régal. Le duo, là, la rencontre entre tous les deux, c'était génial. Petite comédie sentimentale avec Jenna Elfman et Edward Norton. Au nom d'Anna, on a donc un juif rabbin, donc, et on a un prêtre, donc chrétien, qui sont des deux meilleurs amis d'enfance, avec évidemment cette jeune fille. C'est ses trois meilleurs amis d'enfance. Le truc, c'est que ils vont se revoir, ils ont grandi, chacun va un petit peu tomber amoureux de cette jeune fille. Il y a une histoire un peu d'amitié, une histoire un peu d'amour. En tout cas, c'est très 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 beau. Et Au nom d'Anna, c'est vraiment une pure petite comédie sentimentale. Et puis c'est Edward Norton. C'est Edward Norton qui a réalisé le film. Voilà, c'est très très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette comédie. Là, on part vers autre chose. Alors, le numéro 2, je ne l'ai pas. Va falloir que je me trouve le numéro 2. Mais j'ai le numéro 1, le fameux Zoolander. Alors là, on est vraiment dans un délire total. Zoolander. En plus, dedans, je crois qu'il y a, évidemment, il y a Owen Wilson. Bon, là, on est vraiment dans... Je l'avais trouvé à 1 euro dans un cash. Superbe. Superbe, ce film. Enfin, moi, j'ai rigolé, quoi. J'ai ri aux éclats. Et il y a le deuxième qui est sorti, que j'ai toujours pas trouvé. Il va falloir que je me débrouille de le trouver. Je me souviens un matin... Ben Stiller et Owen Wilson avaient été invités à Télématin sur France 2. Et oui, ils étaient invités à l'émission en direct. Et ils étaient venus présenter leur film Zoolander 2. Une autre comédie que j'adore de Wes Anderson. Alors Wes Anderson, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, j'adore ses films. La famille Tannenbaum. Alors ça, c'est une comédie géniale. Alors évidemment, il y a Owen Wilson, vous avez Gene Hackman, vous avez Danny Glover, il y a Gwyneth Paltrow, Angelica Houston, voilà, il y a son frère aussi, Luke Wilson, le frère de Owen Wilson, il y a Bill Murray barbu, et évidemment Ben Stiller. Ça, c'est une comédie géniale. Ça, c'est vraiment... je vous conseille de le voir, c'est une comédie absolument excellente. Parmi les comédies encore que Ben Stiller a fait, il y a celui-ci, Un duplex pour 3, avec Drew Barrymore. C'est génial. Ils vont habiter dans un duplex, mais avec une mamie qui habite je crois qu'elle habite, alors eux ils habitent au rez-de-chaussée, je crois, et elle habite au-dessus, dans le duplex, elle a l'appartement, elle a ses quartiers au-dessus, mais ils vont vivre un enfer avec elle. Ils vont vivre un enfer, et... ça, c'est vraiment un régal total. Je rigole parce que cette scène, je m'en souviens parfaitement bien ce qui leur arrive là. C'est bourré de quiproquos tout le temps. Un duplex pour toi, je vous le conseille, pour toi ou pour moi ou pour vous. Un duplex pour 3 avec un R, je vous le conseille vraiment. Toujours avec Ben Stiller, évidemment, il y a l'adaptation cinéma de Starsky Hutch. Donc voilà. Bon, évidemment, pour les fans de Starsky Hutch et pour les grands fans de cinéma en général, moi j'aime Starsky Hutch, évidemment, la fameuse série télé avec Paul Michael Glaser et puis évidemment David Soul, bien sûr. Je crois que il n'y a pas plus culte que ça. Ce film est plutôt sympa. Bon, c'est pas non plus
le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, mais je trouve l'adaptation sympathique. Bon voilà, après les deux, je trouve que c'est bien trouvé quoi. En plus, physiquement, c'est quasiment presque les mêmes. Hein. C'est presque les mêmes. Voilà. Et puis, ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il y a une petite surprise à la fin du film. Si vous l'avez pas vu, je vous le dis pas, parce que si je vous le dis, je vous gâche la surprise, bien évidemment. Là, il y a Polly et moi, avec Jennifer Aniston, une comédie par le scénariste, ah oui, de Mon beau-père et moi, justement. Polly et moi, superbe, toujours avec Ben Stiller, toujours, là on est en plein dans ses comédies, dans sa collection de films. Polly et moi, c'est génial, c'est une petite comédie romantique et en même temps où on rit beaucoup. Il y a celui-ci aussi avec Vince Vaughn, Dodgeball. Ça aussi, alors ça c'est génial. Alors là, dedans, il a un rôle de dingue. Il a un rôle de dingue, vous voyez. Voilà, là on rit énormément, on se pose pas de questions, on se dit pas est-ce que le film il est bien, est-ce que il est bien réalisé, est-ce que si, est-ce que là, pour moi je me pose pas de questions, je mets le film, je regarde, je m'éclate. C'est vraiment pour passer un très très bon moment et c'est du pur divertissement, comme on dit, mais celui-là, comme on dit, oui, c'est un vrai film de boule, oui, c'est clair. Il y a celui-ci aussi en 2004, la suite de Mon beau-père et moi. Ça s'appelle Mon beau-père, mes parents et moi. Et là, on retrouve Robert De Niro, Ben Stiller. Et il y a Dustin Hoffman et Barbara Streisand dans le film qui jouent le rôle des parents de Ben Stiller. Et là, vous avez, là aussi pareil, hein, catastrophe sur catastrophe. Hein, ça s'enchaîne l'un derrière l'autre. Tout comme le premier film, aussi bon que le premier film. La trilogie est très bien. Il paraît même qu'ils sont en train d'en faire un 4e. Et puis il y a celui-ci aussi qui est très bien avec son petit fourreau. Regardez aussi, c'est joli. C'est beau ça, hein. Pas mal, hein. C'est sympa. La nuit au musée, ça j'adore. Alors ça par contre je suis très très fan. J'ai adoré ce film, je l'ai vu au cinéma. J'adore. Voilà, ça celui-là est absolument sensationnel. Voilà, on est vraiment dans la pure tradition des comédies d'action, des comédies d'aventure. On retrouve dedans Rami Malek, qui n'était pas encore connu, parce qu'il n'avait pas encore fait Bohemian Rhapsody dans le rôle de Freddie Mercury, dans le film sur Queen. Et puis on a quand même Robin Williams aussi dans le film. Voilà. C'est Sean Levy qui a fait le film. Celui-là est absolument génial. La nuit au musée, j'adore. C'est vraiment, je suis très très fan de ce film. Celui-là, alors ça c'est un éclat de rire total. C'est un de ces films les plus dingues que j'ai vu. Une comédie sentimentale, mais j'ai jamais vu quelque chose aussi dingue, quoi. J'ai jamais autant ri de ma vie. Les femmes de ses rêves. Alors là, en plus, c'est évidemment les réalisateurs, donc c'est les frères Farrelly qui ont fait Marie à tout prix. Ils sont là, voilà, Peter Farrelly, Bob Farrelly. Voilà. Là, par contre, alors ça c'est délirant. Délirant. La scène de la méduse, je crois que j'étais sous la table. Le coup de la scène de la méduse, si vous avez vu le film, je pense que vous devriez vous en rappeler. C'est sensationnel. Tonnerre sur les tropiques, ça aussi, c'est une comédie d'action, une comédie de guerre. On a l'impression d'être dans Rambo, mais bon, attention, là, c'est avec Jack Black, bien sûr, Ben Stiller, Robert Downey Jr., les trois ensemble. Mais c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal, quoi. Et puis vous avez aussi l'apparition Nick Nolte. Il y a Nick Nolte, et puis il y a surtout Tom Cruise qui joue dedans. Il y a Tom Cruise qui n'est pas noté, Tom Cruise, mais il joue dans le film. Il a un rôle complètement dingue. Et il a une calvitie de folie. La nuit au musée numéro 2 avec Alain Chabat, justement. Et oui, on a Alain Chabat ici en Napoléon. Avec la fine équipe qu'on retrouve, donc Robin Williams, bien sûr, hein, Rami Malek. Ils sont tous là. Qui y a encore dedans? Il y en a tellement. Christopher Guest. Voilà. Ah, il y a Hans Azaria. Alors, Hank Azaria. Vous voyez le nom là? J'ai mon doigt. Je vais le noter. Voilà, Hank Azaria. C'est lui. Alors, Hank Azaria, c'est un acteur incroyable, parce que là, on le voit ici dans ce film, dans le Musée 2. Il a fait pratiquement une bonne partie des voix, si ce n'est presque pas tout, mais au moins 6, 7 ou 8 personnages des voix off dans la série Les Simpsons. Et oui, c'est lui. Et puis, il joue le rôle de Gargamel dans les Schtroumpfs, le film, et les Schtroumpfs 2, le film, les deux premiers. Vous avez un acteur qui fait Gargamel dans les deux premiers films. Eh bien, c'est lui, c'est Hank Azaria, et il joue dans des tas d'autres films. Il a joué dans des comédies, dans des drames, dans des films policiers. Et il a fait au moins un tiers des voix des personnages de
des Simpsons. Quand vous regardez les Simpsons, regardez bien le générique à la fin et vous allez voir Hank Azaria qui apparaît un paquet de fois puisqu'il incarne beaucoup de personnages. Vous verrez, c'est incroyable. Le 3e épisode, il est là. Mon beau-père et non, c'est pas et moi, c'est et nous. Mon beau-père et nous, avec toujours, voilà, il y a Jessica Alba, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, Robert De Niro, Ben Stiller, Ray Winstone. Ils sont tous là. Il y a les enfants. Et là aussi, pareil. Alors, ça conclut une trilogie, mais j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être un 4e épisode en préparation. Ça serait sympa. Le cast de Central Park avec Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick. Regardez, ils sont là. Les 3 grandes stars des années 80, 90 et 2000. Des 3 grandes stars de la comédie. Voilà. Là, on a Axel Foley. Là, on a Ben Stiller, évidemment, qu'on connaît dans des tas de films, dans Marie à tout prix notamment. Et là, on a Ferris Bueller. Ils sont tous là. Voilà. Le cast de Central Park, réalisé par Brett Ratner, celui qui a fait la trilogie Rush Hour, avec Jackie Chan et Chris Tucker notamment. Celui-ci, alors là, on est plutôt dans un drame, on est plutôt dans une comédie dramatique, avec une histoire beaucoup plus sérieuse, sublime. La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller. Alors là, on tombe vraiment dans un autre genre de film, dans un film beaucoup plus bourré d'émotions. Celui-là, le film est très très beau. Il y a Sean Penn dedans. Vraiment, je vous le conseille. Celui-là est très 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 bien. J'ai adoré. Ça fait un petit peu le même effet que Click avec Adam Sandler, qui est un film beaucoup plus sérieux. Là, on n'est pas du tout dans la comédie potache. Hein. Du tout. Voilà. Et puis pour finir sur Ben Stiller, vous avez vu Ben Stiller, tout comme Jim Carrey, j'en ai quelques-uns. Hein. Puis il y en a d'autres des Jim Carrey, je vous montrerai, puisqu'il y a aussi des drames, il y a aussi des films fantastiques, il a fait un peu de tout. On finit avec La Nuit au musée, numéro 3, Le secret des pharaons, qui est en fait le tout dernier film de Robin Williams en 2014. Ça sera sa dernière apparition, malheureusement. Voilà, ça sera d'ailleurs le film lui est dédié, puisque il y est écrit que voilà, il dédie le film pour Robin Williams, avec Rami Malek toujours. Donc La Nuit au musée 3, Le secret des pharaons. Toujours parmi les comédies. Il en reste encore un petit peu et après on fera la 4e partie la semaine prochaine. 2 comédies cultes, ce coffret que je vous conseille d'avoir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le voir et l'avoir et le posséder chez soi. Wayne's World 2, l'épopée épique avec évidemment le fameux Mike Myers. Alors là, on rit énormément. Les 2 films sont absolument cultes. Méga tough, giga tough. Ça a été 2 énormes succès en 1992 et celui-ci en 1994. Dommage qu'il n'y en ait pas eu un 3e. Ça aurait fait une très bonne trilogie. Mais là, vraiment, c'est un régal. Un régal. Et il y a Rob Love. Là, vous avez la participation de beaucoup de stars de la chanson, des groupes qui apparaissent. Enfin voilà quoi. Donc alors par contre je suis en train de me demander, là je vous ai dit la dernière fois si dans la comédie on voyait à la fin, je sais plus laquelle, je crois que c'est Airheads il me semble, oh non, Edward Stern, on voit à la fin je crois AC/DC qui se produit sur New York. Je me demande si c'est peut-être pas sur les Wayne's World, je sais plus, je crois que c'est dans Howard Stern, je crois, il me semble bien. Là vous avez la participation de Alice Cooper aussi dans le 2e. Mais c'est génial. Alors ça, c'est cultissime. Je suis content d'avoir trouvé le coffret. Oh, ça a dû dans un petit cache. J'ai dû tomber sur ça. Ça m'a même pas coûté 5 € quoi. Mais ils sont dans un état flamboyant. Wayne's World, ça c'est ultra culte. Toujours dans les comédies américaines, il y a celui-ci qui est génial. John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence et William H. Macy avec le fameux Bande de sauvages. Là aussi. On tombe sur 4 bikers, on va dire 4 demi-bikers, auxquels ils vont leur arriver que des merdes, que des merdes pratiquement. Un acteur comique que j'aimais beaucoup aux États-Unis, qui malheureusement nous a quittés en 2002, c'était l'acteur Dudley Moore. Dudley Moore, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, puisque c'est lui qui joue le rôle de Arthur dans le film Arthur, avec Liza Minnelli. Souvenez-vous de la chanson de Christopher Cross, The Best You Can Do Is Falling in Love, l'Arthur Thames, qui était sorti en 81-82. Ça, c'est une comédie géniale. C'est un pur régal.
Arthur, c'est une comédie très très rare. Voilà, c'est vrai que c'est un film pas évident à trouver, je reconnais. Quand je suis tombé dessus, je n'ai pas hésité une seule seconde. Une autre comédie auquel Dudley Moore avait participé avec Eddie Murphy, c'est Une défense canon. C'était en 1985, 84-85, juste après qu'Eddie Murphy ait fait Le flic de Beverly Hills. Là aussi, on tombe encore sur une comédie délirante, toujours avec Dudley Moore. Et je sais que l'année d'après, en 85, la même année, il avait tourné dans un film avec John Lithgow et Burgess Meredith qui s'appelait Santa Claus. C'est un film sur Noël qui est pas facile à trouver. Pour l'instant, il n'est toujours pas sorti en DVD chez nous, ni en Blu-ray. J'attends ça avec impatience. Autre comédie totalement dingue, comédie australienne. Si je vous dis l'Australie, bien sûr, vous allez penser à qui? Vous allez penser à Paul Hogan, évidemment. La trilogie Crocodile Dundee. Alors ça, c'est là aussi, hein, je crois qu'on a tous grandi dans les années, tous ceux qui ont grandi comme moi dans les années 80 connaissent, et 90 connaissent Crocodile Dundee. C'est un régal. Le premier 1986, le deuxième 1988, et puis en 2001 est sorti Crocodile Dundee 3. Il n'est pas sorti chez Paramount, il est sorti chez TF1 Vidéo, mais le troisième est très très bien. On retrouve évidemment les mêmes acteurs. Moi, j'ai bien aimé le troisième. Voilà, après, le troisième, il a son charme à lui, mais ça conclut bien la saga. Et d'ailleurs, dans ce troisième, il y a Mac Tyson qui fait une apparition. Il y a beaucoup de stars qui font des apparitions dans ce film. D'ailleurs, à la fin, dans celui-là, Crocodile Dundee, oui, Dundee devient papa d'ailleurs, hein, puisqu'il a un fils dans le troisième film. Il est toujours avec son ex-femme à l'époque, Linda Kozlowski, qui a joué avec lui donc dans les 3 films qu'on voit ici notamment. Voilà. Crocodile Dundee 1, 2, 3, ça c'est à posséder si vous aimez les comédies. Si vous n'avez pas les Crocodiles Dundee, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Wes Anderson, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la famille Tannerbone. Là maintenant, vous avez La vie aquatique, toujours réalisé par Wes Anderson. Un film visuellement très très beau, de très belles images. Et puis il y a un humour décapant dans ce film. Et je trouve ce film absolument génial. Alors, Owen Wilson, ici, Kate Blanchett, Angelica Houston, William Dafoe, Jeff Goldblum, Michael Gambon et Bud Cord. Ils sont tous là. Regardez-moi ce casting. Voilà. La vie aquatique de Wes Anderson. J'adore ce film. J'aime beaucoup les films de Wes Anderson. Moi, pour moi, mon préféré de Wes Anderson, ben, c'est celui-là. Moi, j'ai adoré celui-ci. Celui-ci, voilà. À bord du Darjeeling Limited. Le Darjeeling, j'adore ce film. Owen Wilson, Adrian Brody et Jason Schwartzman. Comédie absolument excellente. Ça se passe dans les Indes. On va vivre le périple dans les Indes de ces 3-là qui leur arrivent que des noises. Oui, voilà, il y a Bill Murray dedans qui joue dans le film. Bill Murray participe dans le film. Angelica Houston aussi, elle joue dans le film. Celui-là, moi j'adore ce film. Et j'adore la musique de ce film. La fameuse chanson qu'on entend à un moment là, qui est fredonnée, je me souviens plus l'air, mais le thème principal du film, quoi. Voilà. À la fin, on entend Jodassin aux Champs-Élysées, mais il y a un autre thème qu'on entend que j'adore, qui est très très beau. À bord du Darjeeling de Wes Anderson, on a aussi notre cher et tendre Martin Lawrence qui avait fait Piège à haut vol et la saga des Bad Boys, qui avait fait sa trilogie à lui. Il avait joué aussi dans Le Chevalier Noir, il avait fait Rien à perdre avec Tim Robbins, mais entre-temps, il avait fait ces comédies-là, qui avaient très très bien marché, je me souviens. Big Mama, Martin Lawrence, ça aussi, là on rigole, évidemment, là c'est sûr et certain que c'est un as du déguisement. On a un petit peu le côté Eddie Murphy hein, dans Le Professeur Folding, et d'ailleurs c'est le même procédé de maquillage qu'ils lui ont mis, avec toute une combinaison. Il a dû avoir chaud, je pense, à la combinaison, ce pauvre Martin. Big Mama numéro 2 et Big Mama de père en fils, le 3e. Je ne savais même pas qu'il y en avait un 3e qui avait été fait. Je l'ai trouvé assez rapidement, assez facilement. Voilà. Voilà 3 comédies, une trilogie. Là aussi, on rit énormément, évidemment, avec Martin Lawrence. Et puis, on continue et on finit cette 3e partie de comédie avec celui-ci, cette comédie-là réalisée par Tom Hanks, That Thing You Do, avec Liv Tyler, et puis Tom Everett Scott, qui a joué notamment dans Le Loup-garou de Paris, basé sur une histoire vraie, hein, je pense que c'était sur, je sais plus quel groupe, il y a Chris Isaak dedans,
Je sais plus sur quel groupe c'est. Je sais que c'est une histoire vraie. Sur un groupe de rock des années 60. Et il joue le rôle, Tom Hanks joue le rôle de leur impresario, donc leur producteur. Il joue dans le film et il a réalisé le film, parce que c'est lui qui l'a fait, voilà, Tom Hanks. Voilà, donc celui-là est très très bien. Dancing You Do, que je vous conseille aussi. Petite comédie musicale, on va dire en quelque sorte. Hein. Ça chante pas, ça chante oui, mais c'est pas... on va dire que c'est une sorte de biopic en quelque sorte. C'est un peu un biopic. Et puis bon, je vous termine cette troisième partie avec deux bombes totales. Et voilà, l'équipe des As qui ont encore frappé, ceux qui ont fait Y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, entre autres. Top secret. Voilà, Hot Shots et Hot Shots 2 1990, la parodie sur Top Gun, et puis évidemment des tas d'autres films, bien sûr. Hein. Mais là, c'est surtout Top Gun qui est visé, qui est touché, on va dire. Et là, vous avez 1993, Hot Shot 2, la parodie surtout sur Rambo 2, tout particulièrement le deuxième, avec surtout, c'est ça qui est génial, Richard Crenna, qui fait le rôle du colonel dans Rambo, hein, la trilogie Rambo, les 3 premiers en tout cas, pas dans les 2 autres. Il y a Lloyd Bridges dedans, vous avez Cary Elwes, vous avez Valeria Golino, John Cryer. D'ailleurs, John Cryer, qui joue là, qui rejouera avec Charlie Sheen le rôle de son frère Alan dans la série Mon oncle Charlie. Voilà, Hot Shot 2 est aussi donc superbe. Là, on rit énormément. Hein. Alors, je pense que peut-être le 2 est peut-être plus poussé au niveau des gags. Et le 2 m'a peut-être fait encore plus rire, encore plus marrer que le premier. Mais le premier est génial. Voilà. Là, vous avez 2 films absolument cultes. Si vous aimez les parodies. Hot Shot 2. C'est ce qu'il vous faut. Allez, on passe à la section Records. Alors, petite transition, on a fini la section rock en CD, je vous montrerai les vinyles, vous inquiétez pas, hein, parce qu'il y a tellement les CD, là on attaque directement les CD sur tout ce qui est artiste synth pop, tout ce qui est artiste new wave, mais aujourd'hui je vais faire un petit spécial Simply Red. Alors Simply Red, c'est un groupe qui n'est pas un groupe de rock, de hard rock, c'est pas un groupe de synth pop new wave, c'est un petit peu de tout, voilà. Simply Red, c'est autant un groupe pop rock, comme un groupe de blues, un groupe de jazz. C'est vrai qu'ils ont énormément, il y a du reggae aussi, il y a énormément d'influences musicales différentes, c'est très éclectique musicalement, Simply Red. Mais je voudrais vous montrer les quelques albums que j'ai de 1985 à 2007-2008. Après, je me suis arrêté, je pense que je ferai comme Madonna, c'est-à-dire que je continuerai une deuxième partie sur Simply Red, je pense dans les mois à venir, je prendrai tout le reste. Il me manque peut-être 3 albums et peut-être 2 ou 3 albums live, voilà, c'est tout. Mais voilà, Simply Red, c'était ça, 1985, le premier album, le fameux Picture Book, un album sublime. Teinté de jazz, teinté de musique pop, teinté de rock, un peu de tout, voilà. Donc c'est vrai que c'est très blues par moment, mais c'est un très bel album Picture Book. Hop là, on a dedans les 4 singles extraits, le fameux Money's Too Tiny to Mention, il y a Come to My Head, j'avance un petit peu, pardon. C'est vrai que j'ai pas tout de suite l'instinct de regarder, alors je vous l'approche, voilà. Money's Too Tiny to Mention, Come to My Head, il y a le Holding By the Years, évidemment un slow magnifique. Open Up the Right Box, voilà, qui est sorti en single, mais dedans vous avez aussi des purs chefs-d'œuvre comme le titre Picture Book notamment, Sad Old Red qui est magnifique, Heaven, Jericho, bref, voilà un très très bon album. 1985, ça tape très fort avec une belle promo en 86 et en 87 un deuxième album, Men and Women, avec son chanteur emblématique Mike Hucknall. Qui a tendance à sauter de partout sur scène. Moi j'ai vu un concert une fois à cette époque-là, il sautait de partout sur scène. Après il s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai qu'au début il était très très actif. Mais qu'est-ce que c'est génial. Il y a The Right Thing dedans, il y a Infidelity, il y a I Want to Feel Bad, il y a Maybe Someday, une reprise Every Time We Say Goodbye qui est superbe aussi. Voilà. Hop. Mad and Woman en 87, ils font une belle promo de cet album. Jusqu'en 88, ça s'enchaîne tous les 2 ans, un nouvel album, le 3e en 89.
le fameux A New Flame, avec évidemment des titres emblématiques là aussi, une belle promotion entre 89 et 90 pendant 2 ans, 4 singles extraits de cet album, le fameux It's On In Love, le fameux If You Don't Know Me By Now, un slow sublime, une reprise absolument dantesque, A New Flame et You've Got It. Alors moi dans cet album il y a aussi d'autres morceaux que j'adore, parmi ceux-là il y a Enough qui est très bien, il y a Move qui est très très bien, Turning Up, To Be With You, bref voilà, ça c'est un album superbe. C'est marrant parce que à partir de, alors déjà là leur notoriété internationale avait bien grandi, mais là leur notoriété prend une ampleur différente. Là ils commencent vraiment à devenir un groupe très très reconnu dans le monde de la musique, et ça va se concrétiser définitivement fin 91, toute l'année 92 jusqu'au printemps-été 93, avec ce 4e album qui a été un succès phénoménal. Je crois qu'il s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. 30 millions, je crois que c'est leur carton commercial le plus fort, je crois. Stars avec Something Got Me Started. Il y a le fameux Stars, il y a dedans, il y a For You Babies qui est une de mes préférées, sublime. Il y a le fameux Your Mirror qui est sorti en single aussi. Il y a Thrill Me. Voilà, il y a pas moins de 5 titres sortis en single. Le fameux Model est un titre reggae. Alors c'est marrant parce qu'il y a toujours un titre reggae chez Simply Red. Là notamment on a le fameux Love Fire. Love Fire qui est un titre reggae aussi. Voilà, et on a toujours un morceau reggae comme une sorte d'hommage à Bob Marley, on va dire. Et alors je l'ai transformé en 2 CD celui-ci, vous voyez. J'ai mis, regardez, je l'ai transformé comme si c'était un petit CD collector. J'ai mis dedans, on va y arriver, courage, voilà. J'ai mis dedans en fait le 2e disque qui est le collector du single For You Babies. Et regardez comme il est beau, tout étoilé, magnifique hein. Voilà, regardez, tout en arc-en-ciel. Voilà, c'est le maxi CD avec 4 titres. Donc il y a des versions inédites et des titres inédits. Voilà, et je l'ai mis dedans, tout simplement pour faire une sorte de coffret collector. Vous avez les 2 dedans. Voilà, tout simplement. En plus, ça fait un petit gain de place. Puis c'est sympa. Life 1995, ils feront une petite pause en 94 avec Life, ce 5e album. Un album beaucoup plus, avec un son beaucoup plus années 90 quand même. Là, on sent qu'il y a des boîtes à rythme. On sent que là, le son diffère un peu. Et le son évolue vers un son plus années 90. Mais ça n'a pas pris une ride. On a toujours tendance à croire que les albums comme ça vieillissent très mal. Donc celui-là, Live, pas du tout. Là, vous avez 5 singles extraits là aussi. Fairground, qui est un tube énormissime. Et puis vous avez dedans d'autres titres comme le fameux Never Never Love. Vous avez Remembering the First Time, que j'ai aussi en CD de titres. Il y a le fameux So Beautiful, il y a le titre We're In This Together, justement avec son clip en hommage au football et à son équipe préférée, à Mike Hucknall Manchester, puisque c'est un fervent de football. D'ailleurs, je crois qu'il joue au football lui aussi. Donc voilà, un très très bel album. Pas mon préféré, moi je vous préférais plutôt Stars, mais Life est vraiment, comme le titre le dit, un album très vivant, c'est le cas de dire. 1996, il fera une petite pause avec ce gros Best of Greatest Hits qui sortira en cassette VHS et en DVD. D'ailleurs, je vous ferai un spécial Simply Red exprès justement pour ça. Je vous montrerai aussi mes cassettes, mes DVD, parce que j'ai aussi des DVD avec tous les clips, les concerts et tout. Je vous les montrerai. Ça, c'est le fameux Best of. Je l'ai même en cassette audio, celui-là. En cassette audio, ouais. Vous imaginez les petites cassettes audio qu'on avait à l'époque pour écouter dans la voiture. Ça, c'est son Greatest Hits avec le fameux titre inédit Angel, qui était le titre inédit, le single inédit extrait en 96, avec une petite pause en 97 et un retour en 98 avec ce superbe, ce 6e album Blue, absolument magnifique. Je me souviens de ce visuel qui était à l'entrée du Virgin à La Valette. Quand on rentrait, il y avait tout un présentoir sur ce nouvel album et il y avait la tête de Mike Hucknall tout en bleu comme ça, en gros plan, avec son regard. On se dit qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est énervé? Qu'est-ce qui se passe? Mike, je t'ai rien fait. Tout va bien, Mike. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça y est, c'est un peu éloigné. Je suppose que vous aussi, vous avez eu peur. Faites attention, si jamais. Superbe album, Blue, avec Mellow My Mind. Magnifique Mellow My Mind, un slow superbe. Say You Love Me, qui est un énorme tube. Et puis on a To Be Free, qui est un morceau absolument génial. Moi, j'adore les rythmes saccadés de To Be Free. Il y a The Air Than I Breathe. Il y a Night Nurse, qui est un reggae absolument incroyable.
Voilà, Blue, le 6e album de Simply Red, c'était en 1998. Celui-là aussi est très très beau, un album beaucoup plus mélodieux que les précédents, il y a de très très belles mélodies dedans. Évidemment, Michael Knoll, on ne peut pas lui enlever sa voix. Évidemment, il a une voix reconnaissable, une voix à la fois douce qui peut descendre dans les basses ou alors monter dans les aigus, mais d'une façon très douce avec des contrus. Et puis par moments, il peut monter avec en pleine voix dans une puissance vocale absolument énormissime. Il a une voix très soul. Hein. On a l'impression d'entendre toute la voix de tous ces chanteurs noirs américains de la soul. Pour moi, c'est un petit peu le Aretha Franklin masculin, quoi. Voilà. Aretha Franklin avait exactement le même thème de voix. C'est quand elle balançait sa note, bam, on en recevait plein le... Et lui, c'est pareil. D'ailleurs, son grand regret à lui, ça a été de ne pas avoir fait un duo avec Aretha Franklin, puisqu'il y a eu Eurythmics qui avait fait un duo avec Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves, c'était en 85, et en 86, souvenez-vous de A New Way Waiting For Me, Aretha Franklin était en duo avec George Michael, et Michael Knoll aurait, je pense, aimé, dans une interview que j'ai vue récemment, il aurait aimé faire un duo avec elle. C'est dommage, ça aurait été une très très belle collaboration, je pense. 1999, fin 99, Love and the Russian Winter, Amour et l'hiver russe. Alors celui-là d'album est très très bien. Un album un petit peu plus faible au niveau des ventes et un petit peu plus faible au niveau créatif. Il est bien, mais je pense que ça doit être un album de commande. Je pense à mon avis que la maison de disque a dû lui dire tu vas nous faire un album pour la fin de l'année avant de démarrer le nouvel an. Et je pense que voilà, alors, dedans vous avez quand même Ain't That a Lot of Love, qui est le gros hit de l'album, qui est une reprise. Et vous avez Your Eyes qui était sorti en single aussi. Et il y a le fameux Thank You, elle est là, voilà, aussi qui est sorti en single. Alors attendez, c'est un petit peu flou. On va essayer de mettre au point, voilà. Et là, de Love Love, Your Eyes. Voilà, alors cet album est très très bien. C'est pas mon préféré. Il est pas mal, mais on sent que, je pense à mon avis, que il y a une fatigue psychologique et physique. Et je pense que là, il est temps de faire une pause pour Michael Knoll. D'ailleurs, la pause, en 2000, il la fera avec un best-of qui sortira. Il s'appelle It's Only Love. Je ne l'ai pas, cet album, ce best-of sorti fin 2000, mais je compte y tomber dessus. Par contre, en 2003, il reviendra, il fera quand même une pause de 2-3 ans. Il reviendra en 2003 avec ceci déjà, un gros best-of qui s'appelle The Very Best of Simply Red, un double CD. Alors, ce qui est génial avec cet album, là, il y a le côté rouge, le côté bleu. Et ce qui est génial avec celui-ci de Best Of, il est très intéressant. On a des chansons en version maxi, celles qui ont la petite étoile. Vous voyez là, il y a marqué Original Extended Version et les live aussi. Là, vous avez Holding By The Years, la version maxi 45. Maxi 45, oui. Love for Sale qui est inédite. Grandma's Hands qui est inédite. The Writing, c'est la version maxi. Come to My Head, c'est le maxi 45 tours. I Know You Got Soul, ou alors Command in the Kitchen, ça ce sont des titres inédits. Voilà, vous avez aussi 2-3 morceaux un peu live. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, vous avez 3-4 titres en maxi 45 et vous avez des versions live et des titres complètement inédits, des phases B. Juste au moment où il sort ça, en 2003, sortira ceci, son nouvel album. Je crois que c'est le 8e, hein. 6e, 7e, 8e, Home. Celui-là est très très bien par contre. Là on sent que il est reparti sur ses chevaux, comme on dit. C'est un très 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 bel album. Alors vous avez des tubes énormes, le fameux Sunrise sorti été 2003, qui est un de mes morceaux favoris, sous une rythmique de All and Oates. Je crois que c'est I Can Go For That. Je crois que c'est ça le morceau. Et là ensuite il a composé le morceau à partir de ce titre-là. Fake, Home, et puis il y a le fameux You Make Me Feel Brand New que Michael Knoll chante quand il la chante en concert, celle-là, il vous arrache toutes les tripes parce que celui-là, ce morceau, vocalement parlant, c'est pas facile à chanter et c'est vraiment un morceau incroyable, quoi. J'adore ce titre, Home, un très 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 bel album. C'est le grand retour de Simply Red en 2003 avec ce best-of. Du coup, il fera une tournée en 2003 et 2004. Je vous montrerai le DVD du concert qu'il avait fait en Italie, puisque je l'ai justement en Italie, plutôt en Sicile. Il était à Taormina, je crois, il me semble. Et en 2005, il fera cet album qui s'appelle Simplified, où dedans, en fait, il reprend la plupart de tous ses tubes dans des versions un petit peu jazz, un peu pop, des versions totalement refaites, un petit peu avec des rythmes un peu afro-cubains.
notamment. Vous avez des titres inédits, Perfect Love, Song for You, pardon, Smile. Voilà, vous avez 3-4 titres inédits, ma Perfect Love aussi. Et c'est des chansons réorchestrées, refaites en 2005. Et c'est un très très bel album. Il fera une tournée avec un concert à Cuba en 2006 pour cette tournée qui sortira lui aussi en DVD. Et en 2007, il enchaînera sur celui-là. C'est le dernier album de Simply Red que j'ai. Après, je n'en ai plus. Je compte acheter tout le reste par la suite. Le fameux Stay, son 9e album. Je crois que c'est le 9e, hein. Il me semble, 8, 9, je sais plus. Je crois que c'est le 8e ou le 10e, je crois. Il me semble. Ouais. L'album Stay, sorti en 2007. Très très bel album avec un titre connu dedans, le So Not Over You, qui était souvent sorti, souvent passé à la radio. Et le titre Stay. Voilà, la tracklist. Un très très bel album. Son dernier album de 2007, avant de faire une petite pause, de fêter ses 25 ans de carrière en 2010 et de faire son grand retour en 2015. Voilà, et ça on en reparlera un peu plus tard quand je me procurerai les albums. Bon bah écoutez, on va faire une petite pause et puis on se retrouve vendredi prochain pour la dernière partie des comédies américaines. À de suite. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cliquez, commentez, il n'y a pas de problème, je répondrai à tout le monde comme d'habitude. On se retrouve vendredi prochain pour la 4e et dernière partie des comédies américaines. À vendredi prochain, salut les mages.